Bien, on a laissé passer les 2 minutes habituelles. Donc, je présente aujourd'hui donc ce séminaire de l'EFEO. Nous sommes très heureux d'accueillir notre collègue Daniel Perret, qui va nous parler donc de ses réflexions sur le patrimoine archéologique du nord de Sumatra, région dont il est spécialiste. Daniel Perret a soutenu en 1994, si je ne me trompe, une thèse à l'EHESS sur les stratégies identitaires de Sumatra Nord. Donc, c'est vraiment la région sur laquelle il a commencé à travailler. Il a été ensuite recruté à l'EFEO, dont il est aujourd'hui directeur d'études. Et il a été en poste, et il est, bien qu'aujourd'hui il parle depuis Paris, je crois, en poste à Kuala Lumpur d'une part, à Jakarta également, pendant de très longues années. Et depuis 25 ans, en fait, il travaille sur cette région et il y a dirigé, co-dirigé plusieurs fouilles dans cette région dont il va nous parler, donc du nord de Sumatra, sur des sites urbains à Barus, à Padang, à Medan notamment. Donc, nombreuses missions importantes qui ont fait l'objet de publications. Donc, il va intervenir pendant environ 1 heure, et ensuite nous aurons un petit temps d'échange, environ 25 minutes, 30 minutes, pour terminer le séminaire à midi. Nous ne sommes pas trop nombreux aujourd'hui, donc je suggère que si vous voulez intervenir, poser des questions ou faire des remarques, on puisse le faire directement oralement. Bien sûr, il est toujours possible de le faire par chat également. Voilà, donc je laisse la parole à Daniel. Bonjour, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après 25 ans de recherche archéologique au nord de Sumatra, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'exposer d'une part quelques réflexions générales sur ce qui fait la richesse et l'importance du patrimoine archéologique de cette région, d'autre part, à grands traits, l'état présent de ce patrimoine daté entre le 9e et le 16e siècle. Tout d'abord, un aperçu rapide sur la géographie de l'île de Sumatra. Une superficie légèrement inférieure à celle de l'Espagne, une dorsale nord-ouest-sud-est, la chaîne dite Bukit Barisan, décalée vers l'ouest, formée de 90 volcans actifs. La plaine littorale occidentale dépasse rarement 20 km de large. Par contraste, la plaine orientale mesure environ 200 km de large au sud de l'équateur, avec de grands fleuves navigables sur plusieurs dizaines de kilomètres et de vastes zones marécageuses. C'est la région au nord de l'équateur qui nous intéresse aujourd'hui. Ce panorama sur l'état et les principaux apports du patrimoine archéologique de cette région va débuter à Barus, sur les bords de l'océan Indien, puis conduira à plusieurs sites en direction du sud-est, jusqu'à Muara Takus, à proximité de l'équateur. Dans une seconde partie, j'aborderai des sites du détroit de Malacca, entre la grande ville actuelle de Medan, capitale de la province de Sumatra Nord, et l'extrémité de la pointe nord. Barus, sur la côte ouest, est notamment connu depuis au moins la seconde moitié du premier millénaire pour son camphre issu de l'arrière-pays, dont Marco Polo nous dit à la fin du XIIIe siècle qu'il est le meilleur du monde et se vend au poids de l'or. L'or faisait aussi partie des produits disponibles à Barus à haute époque. Cette réputation a suscité l'intérêt d'acteurs du commerce à longue distance, notamment de marchands originaires de l'océan Indien et de Java,
durant la période qui nous intéresse ici. Entre 1995 et 2005, en coopération avec le Centre de la recherche archéologique d'Indonésie, avec le soutien financier notamment de la Commission des fouilles du MAE et avec Claude Guillot du CNRS pour les premières années, j'ai fouillé et étudié les sites d'habitat connus à l'époque liés à ce grand commerce. Ces sites sont datés entre la fin du IXe siècle et le début du XVIe siècle. Fouillé sous la direction de Claude Guillot entre 1995 et 1999, le site le plus ancien connu à ce jour est l'Obutua, daté entre la fin du IXe siècle et le tournant du XIIe siècle. À la fin des années 90, le cœur du site, exempt de toute habitation moderne, était dans une cocotteraie en bordure d'une terrasse qui domine d'une quinzaine de mètres les rizières et l'océan à environ 1 km. Il faut un œil exercé pour distinguer la légère dépression qui marque la douve et pour repérer des tessons de grès et porcelaine en surface. J'ai revu ce site en 2019. L'environnement est inchangé parce que ce site est la propriété d'une seule personne, consciente de son importance historique. Mais qu'en sera-t-il dans 20 ans? Fouillé entre 2001 et 2004, le second site d'habitat ancien important de Barousse est Bukit Asang, daté entre le XIIe et le début du XVIe siècle. On est ici dans un environnement beaucoup plus perturbé, puisque le site est traversé par 2 routes passagères, routes bordées de constructions modernes. Site d'autant plus perturbé que, comme on le voit sur l'image au centre, le niveau d'occupation ancien affleure. En dehors des fosses et fossés, l'épaisseur de la ou des couches livrant du mobilier ancien varie entre 30 cm et 1,50 m. L'épaisseur la plus fréquente étant de 50 cm environ. Toutes ces perturbations rendent les traces directement visibles encore plus ténues qu'à l'Obutua. Ce site ne fait l'objet d'aucune protection particulière en dehors de plusieurs vieux cimetières à propos desquels je reviendrai plus loin. Les 2 sites présentent une configuration similaire. En bordure de la terrasse qui domine la plaine côtière, une partie fortifiée avec une levée de terre et une douve, une occupation périphérique plus ou moins étendue. On notera les effets très visibles de l'érosion sur le site de l'Obutua, une érosion également à l'œuvre sur le côté ouest du site de Bukit Asang. Le patrimoine archéologique de Barousse comprend tout d'abord le mobilier issu des fouilles. C'est un mobilier abondant et varié qui a déjà été présenté en détail en d'autres occasions. Je voudrais signaler toutefois qu'un gros effort a été fait sur le remontage de la poterie, en particulier celle de Bukit Asang. L'exploitation des possibilités de remontage, en particulier sur le mobilier issu de la douve et des grandes fosses, a permis de proposer un catalogue riche de 15 formes générales déclinées en plus de 200 types, dont une quarantaine offrant des profils complets, très précieux pour les comparaisons intersites. Il faut rappeler également que les études systématiques et documentées de la poterie de Barousse sont les premières à avoir été publiées en ce qui concerne des sites archéologiques d'époque historique à Sumatra. À la demande d'habitants de Barousse et de personnes originaires de Barousse, ce patrimoine est conservé sur place afin d'enrichir un musée dédié,
musée toujours en construction. Je voudrais signaler un point important mis en lumière par ce mobilier archéologique. C'est le cosmopolitisme de la population. À Lobutua, 70% de la poterie est importée d'Asie du Sud et du monde indo-persan, ou présente des styles identifiés dans ces régions. Cette poterie n'est pas connue parmi les produits faisant l'objet du commerce à longue distance à l'époque dans l'océan Indien. Il s'agit donc très probablement d'une vaisselle apportée par les étrangers pour leur propre usage domestique. En dehors de la poterie, les fouilles de Lobutua ont livré des briques portant des restes de mortier de chaux, une technique inconnue des bâtisseurs dans l'archipel à l'époque, en particulier à Java, mais pratiquée à l'époque en Inde du Sud. La même observation peut être faite à propos des nombreux fragments de clous en fer retrouvés dans les fouilles. Des fragments sculptés dans une pierre dite gneiss à Grenat rappellent un matériau utilisé notamment dans la sculpture en Orissa. Autre découverte importante, des fragments de moules à monnaie utilisés à la même époque au Tamil Nadu et visibles notamment au musée de Gangei Konda Cholapuram. Tout ça sans oublier, bien sûr, la stèle inscrite en tamoul datée de 1088, relative à une guilde marchande d'Inde du Sud qui sera très active dans le commerce avec l'Asie du Sud-Est jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Cette stèle est conservée aujourd'hui au Musée national à Jakarta. Le cosmopolitisme de Lobutua ne se limite pas à des populations originaires d'Asie du Sud. En effet, le camphre de Barousse est réputé à l'époque jusqu'au Moyen-Orient. Il n'est donc pas surprenant de retrouver à Barousse une vaisselle domestique utilisée par des marchands de cette région, en particulier d'Iran. Le corpus inclut des jarres du port de Siraf, des poteries glaçurées, y compris à sgraffiato hachuré et à décor pseudo-calligraphique du Makran, de la vaisselle de verre ou encore quelques fragments de vaisselle de pierre. Les découvertes incluent également un seau en verre inscrit, probablement d'origine iranienne, du Xe-XIe siècle. Les marchands venaient probablement de plus loin encore, puisque les fouilles de Lobutua ont livré de nombreux fragments de vaisselle de verre, ainsi que des perles originaires de la région du Levant. Il faut signaler à ce propos qu'avec plus de 9000 fragments, Lobutua a livré la plus importante collection de vaisselle de verre ancienne étudiée à ce jour en Asie du Sud-Est. On verra dans la suite que d'autres sites du nord de Sumatra ont livré des quantités significatives de fragments de vaisselle de verre importés. Il s'agit par conséquent d'un patrimoine archéologique très important dont l'étude systématique éclaire à la fois sur l'usage du verre en Asie du Sud-Est et sur l'histoire de la diffusion du verre produit ailleurs en Asie, surtout au Moyen-Orient et au Proche-Orient. On retrouve ce cosmopolitisme dans le mobilier issu des fouilles de Bukit Asang.
Si les origines des poteries d'Asie du Sud y semblent encore plus variées qu'à Lobutua, leur proportion diminue. Elles ne représentent en effet plus qu'un tiers environ de l'ensemble de la poterie contre 70% à Lobutua. Cette inversion des proportions pourrait refléter la domination démographique de populations de l'archipel, ou bien un phénomène progressif de localisation de la population résidente originaire de l'océan Indien. Comme à Lobutua, l'usage des clous en fer était fréquent à Bukitasang. Les fouilles de Bukitasang ont livré une seule petite figurine féminine en terre cuite à l'état fragmentaire, visible à gauche, qui témoigne de pratiques non musulmanes. Au centre, une figurine identifiée, pratiquement identique, identifiée comme indienne, a été retrouvée dans le golfe Persique sur le site de Bahreïn, dans la zone de la ville islamique datée XIIe, XIVe siècle. Il y a d'autres témoignages indiens à Bahreïn, puisque la poterie de la période médiévale, XIIe, XIIIe siècle, comprend de la vaisselle de cuisson originaire de l'Inde du Nord-Ouest. J'ai interprété cette figurine comme un témoignage supplémentaire de la présence de marchands d'Asie du Sud à Bukitasang au XIIe, XIIIe siècle. À l'image de l'inscription en tamoul du site de Lobutua, une inscription de Bukitasang offre également un aperçu du cosmopolitisme de Barous. Il s'agit d'une stèle funéraire musulmane datée de 772 de l'Hégire, soit 1370 de notre ère. Plusieurs indices m'ont conduit à avancer ici l'idée d'une origine bengali pour cette dame Sui, décédée en 1370 à Barous. À ce nom, à consonance chinoise, s'ajoutent dans l'épitaphe des indices d'influence persane ainsi qu'une formule attestée sur des stèles funéraires en Turquie et au Yémen. Des rapprochements ont par ailleurs été faits avec des textes de stèles funéraires d'Iran et surtout avec deux tombes de Gaur au Bangladesh. Or, au XIVe siècle, le Bengale réunit tous ces ingrédients. Sous le règne de Sikandar Shah, dans la seconde moitié du XIVe siècle, la capitale, située à Pandua ou Firuzabad, entretient des contacts commerciaux et culturels avec la Chine. Plus généralement, via Chittagong, le Bengale développe sa participation au grand commerce maritime, que ce soit avec la Chine, Sumatra, la Perse ou encore le Yémen. Tous ces indices combinés incitent à suggérer que cette Madame Sui serait issue de cette communauté musulmane chinoise implantée au Bengale. Un autre indice de cosmopolitisme de Barous à l'époque de Bukitasang est révélé par ce mémorial érigé sur une colline qui domine Barous. Les deux stèles qui composent ce monument présentent une morphologie et une écriture très différentes. Par contre, le décor floral sur les bordures verticales est le même et le matériau lui-même semble très voisin, sinon identique. Il est donc probable, sans être absolument certain toutefois, que ces deux stèles appartiennent à un même monument. La lecture des inscriptions
par Ludwig Callus il y a une dizaine d'années, a révélé que la stèle de gauche porte une inscription en arabe sur une face et en persan sur l'autre face. C'est la face visible sur la photo de gauche. On y apprend qu'un certain Nugan ou Tugin bin Madari s'est vu dévoiler dans un songe l'emplacement de la tombe d'un certain Cheikh Mahmoud. Cette révélation est survenue en 829 de l'Hégire, soit 1425-1426 de notre ère. Le texte en persan lance un véritable appel à la visite de la tombe pour y effectuer un pèlerinage et voir ses problèmes résolus miraculeusement. Ce mémorial reste d'ailleurs le monument religieux le plus visité de Barousse, avec très probablement plusieurs milliers de pèlerins chaque année. Ce Cheikh Mahmoud pourrait être l'islamisateur de Barousse mentionné dans les traditions locales, peut-être venu d'Inde vers la fin du XIIIe siècle, mais cette hypothèse reste fragile. Le nom même de Nugan ou Tugin bin Madari livre peut-être une clé sur la biographie de Cheikh Mahmoud. Madari pourrait en effet renvoyer à une confrérie soufie ou tarika fondée par Shah Madar, qui pourrait être un juif syrien converti, une tarika possiblement active en Inde au XIIIe siècle, en particulier au Bengale. Si Madari se réfère au toponyme Madar, l'histoire de Cheikh Mahmoud pourrait alors avoir quelques liens avec le Yémen, puisque 4 localités y portent encore ce nom, ou encore avec l'Irak, puisqu'il existe une ville du même nom dans la région d'Al-Basra. Ces stèles inscrites relatives à Madame Sui et à Cheikh Mahmoud nous introduisent dans un autre patrimoine archéologique de Barousse, celui des stèles funéraires musulmanes en pierre sculptée, avec un corpus exceptionnel d'au moins 172 monuments datés entre le milieu du XIVe siècle et le début du XVIIIe siècle. En Asie du Sud-Est, une telle densité de tombes musulmanes de cette période n'est probablement surpassée que dans 2 endroits de la pointe nord de Sumatra que j'aborderai tout à l'heure. La plupart de ces monuments sont de fabrication locale, en tuf, et plusieurs types semblent être spécifiques à Barousse. Le type Barousse I est représenté par 17 tombes réparties dans 3 cimetières. 2 portent une inscription datée du XIVe siècle, dont celle de Madame Sui, décrite précédemment, datée de 1370. Certaines stèles portent une calligraphie dessinée, comme on peut le voir sur la photo de droite, peut-être la préparation de la phase de sculpture qui n'a jamais eu lieu. Leur production pourrait s'étaler entre cette date et le début du XVIe siècle. Le type Barousse II est représenté par 12 tombes réparties dans 3 cimetières. Aucune ne présente d'inscription datée. Sa fabrication pourrait débuter et s'achever plus tardivement que le type précédent. La stèle présentée ici au centre est remarquable par sa partie supérieure sculptée en forme de visage schématisé, les volutes sortant de la bouche, représentant peut-être ou symbolisant peut-être la parole. Le type Barousse III
est représentée par 64 tombes présentes dans 6 cimetières. L'une étant datée de 800 de l'Hégire, soit 1397 de notre ère, une partie au moins de ces monuments serait contemporain du type Barousse I. Certains éléments décoratifs sont les mêmes que sur Barousse I et Barousse II, et plusieurs sont ornés d'un motif de lampe de mosquée aux formes très stylisées, dont 2 exemples sont visibles à droite. Jusqu'à fin 2018, le type Barousse IV était représenté par une seule stèle. On peut observer le corps rectangulaire avec 2 bandes verticales et une bande horizontale supérieure en léger relief, à motif de chêne délimitant un panneau à inscription incisée. Cet ensemble fait penser à une représentation d'un bâtiment, puisque la forme à la base de chacune des 2 bandes verticales rappelle des bases de piliers, alors que la bande horizontale, qui dépasse l'axe de ces bandes verticales, paraît figurer un linteau. Je reviendrai plus loin sur la datation de ce type. Le type Barousse V est représenté par 5 tombes, un type tardif, probablement du XVIIe siècle. Le type Barousse VI est représenté par une seule stèle, là encore un type tardif, probablement XVIe-XVIIe siècle. À ces monuments typiques de Barousse, il convient d'ajouter les stèles importées en granit ou en grès, ainsi que les stèles de fabrication locale qui imitent les stèles importées ou combinent des éléments décoratifs locaux et extérieurs. Nous avons vu que de nombreuses stèles portent des inscriptions. La très grande majorité de ces inscriptions sont à caractère religieux. Seules 12 portent une information à caractère historique, qu'il s'agisse d'un nom ou d'un millésime. Les 3/4 des monuments sont situés dans 5 cimetières préservés depuis les années 80 et certaines tombes sont régulièrement visitées par des pèlerins. Tous les cimetières anciens de Barousse ne bénéficient malheureusement pas de mesures de protection. Cette colline, par exemple, qui a livré les stèles funéraires datées les plus anciennes de Barousse, est transformée en carrière depuis quelques années. Une trentaine de stèles ont pu être sauvées in extremis, avec parmi elles une stèle de grand intérêt pour l'histoire ancienne de Barousse. On peut voir à gauche la stèle de type Barousse IV décrite précédemment. Nous l'avons découverte sur cette colline lors de nos fouilles en 2003. Stèle en langue et caractères arabes datée de 751 de l'Hégire, soit 1350 de notre ère. Datation qui en faisait jusqu'à récemment la stèle funéraire musulmane datée, la plus ancienne de Barousse. On voit au centre une stèle sauvée in extremis de la carrière qui a attiré mon attention lors d'une visite de Barousse début 2019 et dont l'inscription a été déchiffrée et tout juste publiée par Arlo Griffiths. Il s'agit d'un texte en vieux malais écrit en caractères sumatranais anciens, daté cette fois 1272 de l'ère Saka, qui équivaut également à 1350 de notre ère. Malgré l'écart d'environ 1 mois et demi entre les 2 dates, ainsi que les différences de style dans la décoration, ces 2 stèles
présente un aspect général unique pour l'instant à Barousse et, selon moi, concerne le même défunt. Il y a dans la région d'autres exemples de telles différences dans les contenus des inscriptions pour un même monument. On retrouve ceci à la pointe nord de Sumatra, également en péninsule malaise. Je voudrais rappeler ici que les fouilles de Bukitasang ont donné l'occasion de tester une méthode destinée à tenter de retracer l'évolution spatiale de l'occupation du site. Elle est basée sur la répartition topographique des grès et porcelaines importés, datés de manière suffisamment précise. Dans le cas de Bukitasang, c'est un corpus de plus de 30 000 tessons qui a permis de proposer un scénario en 5 phases entre le XIIe siècle, avec une occupation limitée à quelques hectares, jusqu'à l'abandon du site dans la première moitié du XVIe siècle, en passant par une phase d'extension maximale sur plus de 60 hectares. Pour résumer, en ce qui concerne le patrimoine archéologique de Barousse, de la période qui nous intéresse ici, il y a donc d'une part des sites d'habitat où des fouilles ont permis de recueillir un mobilier très abondant et varié qui éclaire sur l'histoire ancienne de Barousse, notamment son caractère très cosmopolite. Mais ces sites sont au mieux menacés quand ils n'ont pas déjà presque disparu. Le mobilier archéologique devrait quant à lui être mis en valeur dans un délai plus ou moins proche dans un musée construit à Barousse même. Quant à l'exceptionnel patrimoine funéraire musulman, si j'ajoute au travail de documentation sur les cimetières anciens, celui mené également parallèlement aux fouilles sur des cimetières datés 19e, début 20e, ainsi que le travail de documentation réalisé au début de l'année dernière, ce sont maintenant plus de 300 monuments de Barousse qui sont documentés de manière systématique, tandis qu'un bon nombre sont préservés dans 2 cimetières bénéficiant d'une surveillance et d'un entretien. Jusqu'à l'an dernier, Barousse était le seul endroit de la côte ouest de la province de Sumatra Nord à être connu pour abriter des vestiges significatifs d'habitat datés de la période qui nous intéresse ici. Les premières données recueillies en 2019 par des collègues du Bureau des recherches archéologiques de Médane permettent de penser qu'un site d'habitat contemporain se trouve à quelques 80 km plus au sud, dans la baie de Sibolga. Par contre, la probabilité de retrouver des sites d'habitat côtiers anciens entre Barousse et l'extrémité nord de l'île, en particulier dans le territoire d'Aceh, est quasi nulle en raison du tsunami dévastateur de 2004. Un site localisé au sud-est de Barousse, dans la chaîne des Barisan, mérite d'être mentionné ici. Il s'agit de Si Mangambat. Si Mangambat est important à plus d'un titre dans l'histoire du nord de Sumatra. Il s'agit en effet du plus ancien monument daté de la région, à savoir entre 830 environ et le début du Xe siècle de notre ère. Il s'agit d'un sanctuaire qui a des affinités avec les monuments du centre de Java, aussi bien du point de vue architectural que des sculptures. Fouillé en 2009 et 2010 par des collègues du Bureau des recherches archéologiques de Médane, il mériterait d'être restauré, mais je ne suis pas certain que l'État soit propriétaire de la parcelle. La découverte
de fragments d'une sculpture identifiée comme un Shiva dans les années 30, ainsi que la mise au jour récente d'une sculpture de taureau, attestent de la pratique d'un culte shivaïte. Les données à disposition concordent pour suggérer la présence d'une communauté d'origine javanaise à Simangambat, mais la localisation de son site d'habitat reste inconnue. Cette présence javanaise me semble un autre facteur important dans l'histoire ancienne du nord de Sumatra. En effet, elle n'est pas limitée à Simangambat, puisque la monnaie d'or émise à Barousse avant le XIIe siècle est directement inspirée de modèles javanais contemporains. Toujours à Barousse, une inscription qui reste à déchiffrer serait en vieux javanais et datée paléographiquement du Xe siècle environ. Java est aussi bien présent sur le site de Sipamutung, de l'autre côté de la chaîne des Barisan, dans la région de Padang Lawas. J'ai même suggéré que des Javanais de Simangambat ont pu être à l'origine de la construction des premiers monuments religieux en matériaux permanents sur ce site de Sipamutung. Sipamutung, le site numéro 11 sur la carte présentée ici, est la tête de pont du complexe archéologique indo-bouddhique de Padang Lawas, qui comprend plus de 30 sites répartis sur près de 2300 km² dans la partie supérieure du bassin du fleuve Barumun. Je pense que des vestiges de ce complexe sont mentionnés dès la fin du XVIIIe siècle dans la première histoire de Sumatra, celle publiée en 1783 par William Marsden. Cette connaissance se précise dès le milieu du XIXe siècle avec l'avancée de la colonisation néerlandaise, mais c'est seulement en 1920 que la région reçoit la première visite d'un spécialiste, en l'occurrence Van Stein Kallenfels, un préhistorien et épigraphiste. Sipamutung est situé entre les méandres du fleuve Barumun et les méandres de l'un de ses affluents, la Batang Panay. Deux petits villages occupent une partie du site qui, jusqu'en 2010, et probablement encore aujourd'hui, n'est accessible qu'aux deux roues. En dehors de 5 hectares, propriété de l'État, et de 2 villages, le reste est occupé par des plantations familiales d'EVA et de palmiers à huile, des jardins et des terrains vagues où paissent des troupeaux de buffles. Le site n'est donc pas menacé à court terme. Dans l'état actuel des connaissances, Sipamutung est le site archéologique principal de Padang Lawas. Le complexe religieux principal a été restauré entre 1996 et 2006. Cette restauration était donc achevée au moment où nous avons débuté notre programme de fouilles cette même année 2006. Ces monuments nous donnent une image du patrimoine religieux bâti en dur de Sipamutung à la fin d'un processus qui s'étend entre le Xe et le XIIIe siècle, période au cours de laquelle, d'après nos fouilles et prospections, des dizaines d'autres structures ont pu être bâties sur différentes zones du site. Véronique de Grotte a mis récemment en évidence des affinités architecturales avec Java, aussi bien avec Java Centre qu'avec Java Est, et a émis l'idée d'une adaptation au bouddhisme de monuments dédiés à l'origine à l'hindouisme.
Jusqu'au tournant des années 2000, les monuments, les sculptures et les inscriptions ont focalisé l'attention des chercheurs au détriment de l'histoire du peuplement et de l'histoire économique de Sipamutung en particulier et de Padang Lawas en général. Or, les fouilles menées entre 2006 et 2009 ont livré un mobilier domestique abondant, pratiquement aussi varié qu'à Barousse. L'un des enseignements plutôt inattendus que l'on a pu tirer de ces fouilles est la mise en évidence d'un certain degré de cosmopolitisme à haute époque dans l'arrière-pays. On y retrouve les marqueurs déjà identifiés à Barousse, poteries d'Asie du Sud ou de style sud-asiatique, des clous en fer, probablement donc une technique de construction importée d'Asie du Sud à l'époque. Donc, là encore, l'idée que Sipamutung était fréquentée par des gens originaires d'Inde du Sud. On y retrouve la poterie glacurée et des fragments de vaisselle de pierre moyen-orientale, en petit nombre, il est vrai. Par contre, plus surprenant est l'important corpus de vaisselle de verre avec plus de 4000 fragments. Corpus donc plus important que celui du site côtier en partie contemporain de Bukitasang. Plus que le nombre, c'est la variété des objets originaires du Moyen-Orient qui m'a conduit à suggérer l'idée que des individus originaires de cette région résidaient à Sipamutung. La trouvaille la plus étonnante est probablement ce diram de Bukhara, une ville située dans l'Ouzbékistan actuel, monnaie datée du tout début du XIe siècle. Ce genre de trouvaille est très rare en dehors de l'Asie centrale, mais un petit nombre de monnaies émises par cette dynastie ont été retrouvées dans le port persan de Siraf, un port déjà mentionné précédemment à propos de Barousse. J'ai mentionné plus haut les affinités architecturales avec Java, aussi bien avec Java Centre qu'avec Java Est. Celles avec Java Est sont reflétées dans un monument en haut à gauche dont les vestiges avaient été oubliés jusqu'à nos fouilles. Toujours par rapport à Java, les fouilles ont livré un type de gargoulette ou kendi qui se remplit par le fond. À ma connaissance, Sipamutung est à ce jour le seul site du nord de Sumatra à avoir livré en quantité significative ce récipient typiquement javanais. Un indice supplémentaire de la présence javanaise au nord de Sumatra à l'époque. Comme pour le site de Barousse Bukitasang, le corpus de grès et porcelaine importés, daté avec assez de précision, s'est avéré suffisamment important pour pouvoir proposer un scénario de l'évolution spatiale de l'occupation à Sipamutung. Cette phase ont pu être distinguées à partir d'un corpus de plus de 13 000 tessons. La méthode a été affinée en retenant comme critère la densité de tessons au mètre cube fouillé. Elle permet d'observer que durant les premiers siècles, qui constituent les deux premières phases de ce scénario, le foyer principal se trouve à la pointe nord du site, hors du système de levée de terre tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai déjà mentionné le programme de restauration de Sipamutung conduit par le département de la conservation des monuments historiques entre 1996 et 2006. On peut voir à gauche l'état du sanctuaire principal à l'époque coloniale. En fait, à Padang Lawas,
des programmes de restauration systématique des complexes religieux principaux ont été menés sans interruption entre 1978 et 2006, successivement sur les complexes de Baal 1, Baal 2, Baal 3 et Sipamutung par ce département de la conservation des monuments historiques. Padang Lawas, c'est aussi un patrimoine de sculptures indo-bouddhiques en pierre fabriquées localement. Un corpus d'une densité probablement sans équivalent à Sumatra pour la période concernée, puisque le recensement que j'ai pu effectuer compte plus de 200 pièces. Ces sculptures sont en tuf, dont les carrières, probablement exploitées dès le Xe siècle, le sont encore aujourd'hui pour répondre à d'autres besoins. Parmi les gardiens de sanctuaires, les 28 Makara montrent, selon Mareke Klokke, un style unique en Indonésie, avec des affinités très claires avec l'art de Java Est, dit art de Singasari, lui-même inspiré de l'art plus ancien de Java central. Elle propose de dater ces sculptures des XIIe, XIIIe siècles. À l'échelle du monde insulindien, Padang Lawas est exceptionnel pour sa densité en figuration de lion. L'animal est représenté dans des postures variées. Ces représentations sont parfois combinées avec d'autres animaux, comme des lionceaux ou un singe. Dans un cas, le lion est allongé sur un personnage couché sur le dos. À ma connaissance, seule une trentaine de représentations de lions en pierre, en terre cuite ou en bronze ont été signalées ailleurs à Sumatra. Avec une telle densité, Padang Lawas se rapproche plutôt de sites d'Asie du Sud-Est continentale, que ce soit au Cambodge, au Champa, en Thaïlande ou encore à Pagan. Aucune représentation en ronde-bosse ou en relief sur un temple, pour laquelle une documentation suffisamment détaillée est disponible, aucune de ces représentations n'est réaliste, soit à cause de la posture, soit à cause de détails morphologiques aberrants, tels que les griffes allongées ou des pattes surdimensionnées, comme on peut le voir sur la photo de gauche, des yeux exorbités, des cornes, une moustache ou encore des défenses courtes. Ces détails morphologiques aberrants de la plupart des lions en ronde-bosse ne sont pas des créations des sculpteurs de Padang Lawas, mais trouvent leur origine en Inde du Sud et au Décan. Au centre de l'image, on peut voir un lion figuré en bas-relief sur le soubassement de Baal 1. J'ai suggéré de l'interpréter comme Narasimha, l'homme-lion, incarnation de Vishnu avec un corps humain et une tête de lion. Fréquent en Inde, ce genre de représentation se retrouve aussi au Cambodge, notamment à Banteay Sray, daté de la seconde moitié du Xe siècle, ou encore à Anuradhapura, au Sri Lanka. La photo de droite montre un petit lion à posture irréaliste. La sculpture semble combiner une moitié antérieure de lion et une moitié postérieure de chat ou de chien. On sait que plusieurs d'entre eux étaient positionnés en hauteur, probablement afin de créer un effet de perspective faisant apparaître le monument plus grand qu'il ne l'est en réalité. Quelques mots sur la localisation et l'état de ce patrimoine artistique. Une partie significative des sculptures de Padang Lawas a heureusement été documentée assez systématiquement dans les années 30. En effet,
un certain nombre ont disparu depuis. Aujourd'hui, une partie de ces sculptures sont encore in situ. D'autres sont conservées dans des entrepôts à Padanglawas même, d'autres encore au musée provincial de Medan, ainsi qu'au musée national à Jakarta. Leur état de conservation est très variable. À gauche, par exemple, une statue de Dvarapala documentée in situ dans les années 30. J'ai retrouvé cette statue en 2 fragments au musée de Medan il y a une dizaine d'années. Au centre, 2 bas-reliefs qui proviennent du temple de Pulo, aujourd'hui au musée national à Jakarta. À droite, à ma connaissance, l'unique représentation d'Evajra documentée dans l'archipel. Elle a été retrouvée dans les années 30 dans un état fragmentaire et par chance reconstituée à l'époque pour être documentée. En 2009, il n'en restait plus qu'un fragment. Claudine Baude-Picron voit dans cette représentation un point de convergence entre le nord de Sumatra et le sud du Bengale, en particulier 2 sculptures de Komilla dans le sud-est du Bangladesh actuel. Il faut dire quelques mots du corpus épigraphique de Padanglawas, réexaminé récemment par Arlo Griffiths. Ce corpus comprend 11 inscriptions sur pierre ou métal. À titre d'exemple, à gauche, l'inscription de Porlac Dolok, très en amont sur le fleuve Barumun, inscription bilingue, vieux malais tamoul, avec un millésime en air Saka, difficile d'interprétation, de la seconde moitié du XIIIe siècle de notre ère, peut-être 1261. Au centre, des mantras tantriques sanscrits en écriture lingari, inscriptions datées des environs du XIIIe siècle et mantras tirés de l'Evajra Tantra, une correspondance qui nous ramène à la sculpture d'Evajra tout juste mentionnée. À droite, une inscription en vieux malais écrite en caractères paléo-sumatranais qui semble décrire les limites d'un territoire. Un objet en alliage cuivreux inscrit qui nous ramène à nouveau vers l'Inde, réexaminé récemment par Pauline de Lunsing-Schorler, qui l'interprète comme une représentation du Bodhisattva Lokanatha, flanqué de 2 divinités, dont l'une a disparu. Le personnage central est clairement de style Chola. L'inscription à l'arrière de l'objet est bilingue, vieux malais et sanskrit, en écriture paléo-sumatranaise. Elle indique non seulement une date, 961 Saka, soit 30 mars 1039, mais aussi le nom de l'artisan qui a confectionné cet objet, à savoir un certain Surya, un individu rompu à la tradition artistique Chola et résidant à Sumatra. Pour conclure sur Padanglawas, un patrimoine architectural indo-bouddhique daté entre le Xe et le XIIIe siècle, sans équivalent dans la moitié nord de Sumatra, avec 4 complexes restaurés pour l'instant et plusieurs autres qui sont protégés et mériteraient d'être restaurés. Un patrimoine de sculptures en pierre, de fabrication locale, d'une densité sans équivalent à l'échelle de l'île, à l'abri pour la plupart, mais dans des états variés de conservation. Un patrimoine épigraphique restreint, mais varié et précieux pour l'histoire de la région. Un site d'habitat majeur dont les fouilles ont permis de repenser l'histoire régionale en révélant notamment un certain degré de cosmopolitisme dans l'intérieur des terres à haute époque,
ainsi que l'importance du facteur javanais. Plus au sud, il faut signaler au cœur de la chaîne des Barisan le district de Passaman, qui révèle un nombre croissant de vestiges indo-bouddhiques. On y voit des sculptures très similaires à celles de Padang Lawas, une importante inscription en vieux malais et pour l'instant 4 sites avec des monticules de briques. Ces derniers sont clairement menacés de disparition alors que les recherches archéologiques en sont encore au stade des prospections et des premiers sondages. Avec un accès à 3 bassins hydrographiques orientés vers l'océan Indien ou le détroit de Malacca, auquel s'ajoute un passage relativement aisé en direction du sud, où l'on peut voir aujourd'hui les 4 monuments bouddhiques restaurés de Tanjung Medan, restauration effectuée entre 1992 et 2004, ces monuments seraient datés au plus tard du XIIe siècle. Passaman se trouve également dans une région aurifère signalée dès le début du XVIe siècle dans les sources portugaises. On peut voir sur la photo en haut à droite des aménagements par des chercheurs d'or dans le lit de la rivière Natal, donc à l'ouest de Passaman. Ces 3 bassins hydrographiques sont respectivement le bassin des rivières Batang Gadis, Batang Angkola, qui passe à proximité du temple de Simangambat, mentionné précédemment, le bassin du fleuve Barumun, qui abrite les vestiges de Padang Lawas, ainsi que le bassin du fleuve Rokan, qui se jette également dans le détroit de Malacca. Il est par conséquent logique de penser que Passaman a abrité au moins un site d'habitat et peut-être un centre politique important qui reste à découvrir. Plus au sud, le long du fleuve Kampar, il faut dire quelques mots du complexe archéologique de Muaratakus. Le fleuve Kampar prend bien sûr sa source dans la chaîne des Barisan et coule en direction du détroit de Malacca. Révélé en 1860 par un ingénieur des mines néerlandais, ces vestiges ont été restaurés entre 1977 et 1994 par le département de la conservation des monuments historiques. Le complexe principal, à l'intérieur d'une enceinte en briques, est composé de 6 structures, dont un imposant stupa. Certains de ces monuments combinent briques et blocs de tuf. Le site a livré par ailleurs 4 objets inscrits dont les textes ont été récemment réexaminés par Arlo Griffiths. Tous sont des mantras bouddhiques. Probablement datés entre les XIe et XIIIe siècles, le site est aujourd'hui menacé par la montée des eaux d'un lac de barrage qui a peut-être déjà submergé le site d'habitat associé. Sur le détroit de Malacca, pratiquement sur le même méridien que Barous, plusieurs sites d'habitat anciens ont été découverts depuis les années 70, le plus connu étant celui de Kotachina. Localisé en périphérie de Medan, la capitale de la province de Sumatra Nord, une métropole de plus de 4 millions d'habitants, ces sites sont gravement menacés, sinon en voie d'oblitération sous l'occupation moderne. C'est le cas de Kotachina, redécouvert au début des années 70, où nous avons pu conduire des fouilles entre 2011 et 2016. Fouilles qui se sont rapidement apparentées à des fouilles de sauvetage.
L'ouvrage collectif résultant de ces fouilles étant en préparation, je n'en dirai que quelques mots. Il faut relever tout d'abord l'abondance du mobilier lorsqu'on prend en compte le nombre et le poids des tessons, aussi bien pour les poteries que pour les grès et porcelaines. À ma connaissance, en volume, ces deux corpus sont les plus importants étudiés à ce jour pour un site terrestre de la période considérée, à savoir première moitié du second millénaire, non seulement à Sumatra, mais aussi en Indonésie. Autre point à souligner, les 1000 monnaies chinoises retrouvées dans les fouilles, qui s'ajoutent à l'autre millier collecté en surface dans les années 70. Un corpus sans équivalent pour l'instant dans la moitié nord de Sumatra. Autre corpus exceptionnel, en raison d'un environnement humide favorable à la conservation, les restes de faune. Près de 22 000 restes pour 130 kg. C'est cette fois à l'échelle de l'Asie du Sud-Est que ce corpus est peut-être sans équivalent à ce jour pour un site terrestre de la période considérée. L'environnement humide n'a pas seulement permis la conservation des restes de faune, mais aussi celle de fragments de bois et de cordelettes en fibre de palme. Comme à Barousse, il faut souligner l'importance du mobilier en relation avec l'Asie du Sud, qu'il s'agisse de la poterie, avec une grande abondance de vaisselle importée d'Asie du Sud ou de style sud-asiatique, des clous en fer, ainsi que des monnaies de Sri Lanka, un type de monnaie pour l'instant inconnu ailleurs en Indonésie. Il y a par ailleurs un petit corpus de sculptures en pierre, dont certaines sont clairement importées d'Asie du Sud. J'ai parlé de fouilles de sauvetage à Cotachina. À titre d'exemple, on peut voir à gauche l'évolution du bâti durant nos fouilles. Un jardin maraîcher où nous avons pu faire 2 sondages en 2013 est devenu aire de construction de lotissements denses 2 ans plus tard. Même observation sur le site de Delitua, toujours en périphérie de Médane, où un système de levée de terre et du mobilier ancien avait été observé dès les années 70. Le site est complètement loti aujourd'hui, alors qu'il n'a jamais été fouillé. Kota Rentang est un autre exemple, avec cette fois un terrain exploité en plantation de palmiers à huile et en rizière, alors que seuls quelques sondages ont pu y être réalisés en 2008. Un mot sur Pulau Kampei, autre site d'habitat ancien au nord-ouest de Médane. Prospecté dès les années 70, il a récemment fait l'objet d'une série de sondages par Eri Sudewo du Bureau des recherches archéologiques de Médane. Daté entre les XIe et XVIe siècles, Pulau Kampei est probablement un important site producteur de perles en verre. Comme dans les environs de Médane, il est lui aussi menacé par l'occupation moderne. Je terminerai cette présentation par quelques mots sur la pointe nord dans l'actuel territoire spécial d'Aceh, en particulier les sites de Pasai et de Lamri. Pasai, près de la ville actuelle de Lhokseumawe, est surtout connu pour sa richesse en tombes musulmanes anciennes, datées du XVe siècle pour la majorité. La tombe la plus connue est celle de Malik al-Saleh, qu'on voit ici au centre, puisque l'inscription indique l'existence d'un sultanat à Pasai en 1297. Mais cette tombe n'est pas le monument originel. À signaler
le corpus exceptionnel de monuments funéraires en marbre importés de Cambay au Gujarat, avec un exemple à gauche. C'est un corpus exceptionnel puisque c'est l'ensemble le plus important en dehors d'Inde. C'est en 1884 que l'existence de ces tombes est signalée pour la première fois, ceci dans les notules de la Société savante de Batavia. Mais en raison d'une guerre contre le pouvoir colonial, la région est quasiment inaccessible jusqu'en 1912, année au cours de laquelle va commencer un très important travail de documentation plus ou moins systématique à base de photographies et d'estampages. Ceci par le service colonial des Antiquités. Ce travail de documentation se poursuivra à Kutaraja, l'actuelle Banda Aceh, à l'extrême nord de l'île, jusqu'en 1917. Toutefois, pour diverses raisons, aucun des 3 arabisans en vue dans l'archipel à l'époque coloniale ne parviendra à exploiter et à publier systématiquement cette documentation. Il faut attendre la fin des années 90 et surtout la période post-tsunami qui conduit à l'ouverture de la région en 2004, permettant ainsi la vérification de cette documentation sur le terrain, puis la publication systématique des inscriptions de divers sites de la Pointe Nord à partir de 2008. En effet, au-delà de leur qualité artistique, ces tombes musulmanes anciennes sont des sources incontournables pour l'histoire du sultanat de Pasai entre le XVe et le début du XVIe siècle. Pour preuve, 93 monuments portent des inscriptions mentionnant le nom du défunt et l'année, sinon la date précise, de son décès. 16 mentionnent le nom seul et 7 mentionnent une date seule. Ce corpus a fait l'objet d'une monographie par Claude Guillot et Ludwig Kallus, publiée en 2008. Il est clair que des tombes ont disparu depuis le début du XXe siècle et plus récemment durant le tsunami. Il semble toutefois que la majorité des monuments se trouvent aujourd'hui dans des cimetières protégés. La situation concernant les sites d'habitat de la région de Lhokseumawe est encore plus précaire que ceux de la région de Médane, puisque le seul site connu à ce jour est occupé par des bassins à crevettes et à poissons. Les tessons de grès et porcelaine qui ont pu être examinés ne sont pas antérieurs au XVe siècle. Le ou les sites antérieurs, y compris celui censé avoir abrité le premier sultanat de l'archipel, restent à localiser. Quant au site d'habitat de Lamri, qui abrite lui aussi des tombes musulmanes anciennes, les récentes prospections n'ont pas livré de mobilier antérieur au XIIIe siècle, alors que le toponyme est connu dans les sources écrites depuis le IXe siècle au moins. Voilà pour ce tour d'horizon qui, je l'espère, a clairement mis en lumière la diversité, l'importance scientifique et l'état actuel des principales composantes du patrimoine archéologique du nord de Sumatra. Merci de votre attention.